bonjour à tous. Merci d'avoir attendu un petit peu. On est content que vous soyez tous présents ici. On va essayer de vous présenter l'état du marché immobilier et de mettre ça en relation avec la rénovation énergétique. Donc on commencera en effet par l'état des lieux global. Vu qu'il y a eu pas mal de changements dernièrement, on avait déjà fait une conférence en fin d'année dernière. Mais là, on partira sur un focus sur la location. Il y a eu beaucoup de changements de ce côté-là dernièrement. Paul nous présentera une rénovation de A à Z, une rénovation énergétique plutôt. Et on finira par ce qu'on a appelé investissement responsable, mais essayer d'avoir quelques petites idées d'investissement qui changent un petit peu et qui soient aussi en relation socialement et écologiquement avec ce qu'on peut faire de mieux. Nous, c'est vrai que je ne me suis pas présenté. Et moi, je suis Arthur Serpette. Ça fait maintenant bientôt 2 ans que j'ai créé l'agence Les Bons Biens. Et je travaille avec Paul. Et ouais, du coup, moi, c'est Paul et je suis la première recrue d'Arthur. Et ça fait un tout petit peu plus d'1 an maintenant que j'ai rejoint Les Bons Biens. Et on a Jennifer qui se cache juste là-bas, qui nous a rejoint il y a très peu de temps et qui bientôt fera ses premiers pas sur la scène. Du coup, on va commencer donc l'état des lieux au marché français. On va faire ça globalement. Je vais passer assez vite. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Ça, c'est assez frappant. C'est le nombre de ventes au total en France depuis 2017. Donc nous, on est à peu près là et on a une prévision à 900 000 transactions. 900 000 transactions, c'est quand même assez énorme. Vous voyez, on n'y était pas en 2017. Mais par rapport à août 2021, c'est quand même une très grosse chute. C'est 300 000 transactions de moins sur une année. C'est sur 12 mois glissants. Donc le constat, c'est que, mais vous le savez tous déjà, je pense, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup moins de transactions depuis 1 an. Et ça s'explique par un critère principal, et je pense que vous le connaissez aussi, c'est les taux d'intérêt de crédit, sauf pour les gens qui ont la chance d'acheter comptant. Est-ce qu'il y a des gens qui achètent comptant ici? Ça se demande pas. On fait tous des crédits la plupart du temps. Et donc le problème, c'est que, du fait de plein de choses, la situation géopolitique, la guerre en Ukraine, l'après-Covid, ça peut être plein de choses, les taux ont augmenté. Donc vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, entre 2021 et 2022, on était descendu à 1%, ce qui pour le coup était vraiment historiquement bas, c'est très rare. Je crois que d'ailleurs, c'était jamais arrivé que ce soit aussi bas. Mais on voit qu'en une année, on a explosé. Les taux ont vraiment explosé. Donc là, vous voyez, 2023, on est à un peu plus de 3. Mais en fait, aujourd'hui, on est plutôt à 4. Et on sera même bientôt à 5. Donc d'ici la fin d'année, on sera vraiment pas loin des 5. De ce qu'on entend, au moins jusqu'à fin 2024, ça devrait pas baisser. En tout cas, c'est à peu près ce qui se dit. Après, c'est sur le temps long et il y a toujours un retard au niveau des taux de crédit par rapport à ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Donc forcément, ce sera en décalage et ça mettra sûrement du temps avant de rebaisser. Le fait que les taux augmentent, du coup, c'est obligatoire. Le nombre de production de crédit, donc en milliards d'euros par mois, chute complètement. Si on prête moins, on prête moins d'argent. Donc c'est assez évident. Ouais, ça peut paraître évident comme ça, mais du coup, ça veut surtout dire qu'il y a beaucoup moins de gens qui ont un accès au crédit. Et ça, du coup, c'est ce qui explique le fait qu'il y ait beaucoup moins de transactions. C'est la petite comparaison qu'on avait déjà fait, on l'a fait sur 1 an. Donc si on empruntait il y a 1 an à un taux de 2%, donc c'était encore mieux il y a 1 an et demi, mais bon, considérons il y a 1 an. Si on empruntait 100 000 €, la mensualité ce serait 519 €. Et aujourd'hui, avec un taux à 5%, assurance inclus, on serait à 670 €. Donc c'est quand même une différence énorme, notamment pour un investisseur qui par exemple voudrait acheter un studio qui a 100 000 € de budget. Du coup, sa rentabilité est quand même largement empruntée dessus actuellement. Et je trouve ça encore plus parlant dans l'autre sens, si on considère que notre mensualité maximale, c'est 1 000 €. Et là, la différence, du coup, on change vraiment de typologie de bien parce que finalement, on a une petite baisse de prix, mais ce n'est pas tant que ça. Si on reste avec 1 000 € de remboursement, il y a 1 an, on pouvait emprunter 229 000 €.
et aujourd'hui 168 000 euros. Donc ça fait quand même, on change complètement de catégorie, en général c'est au moins une pièce en moins, ou on ne peut plus acheter à Caen, on est obligé d'aller ailleurs. La différence est vraiment très forte, rien qu'en un an. Et encore plus, si on avait comparé il y a 18 mois, ce serait encore plus frappant. Du coup, de tout ça découle le fait qu'effectivement, on commence à percevoir, on en parlait en juin, je crois que la dernière conférence était en juin, on commençait à peu près percevoir une petite baisse sur le marché. Alors c'était vraiment infime, et là ça s'accentue quand même de plus en plus au niveau des prix, parce que forcément, si votre pouvoir d'achat, comme le montre Arthur, il passe de 230 000 à 168 000, ça veut dire que vous avez moins d'argent pour investir dans le même bien. Donc si le bien il reste au même prix, bah, vous ne pouvez plus l'acheter. C'est que les vendeurs sont obligés de baisser jusqu'à ce qu'ils trouvent potentiellement un acquéreur qui sera finançable à son nouveau prix. Et donc on peut constater, alors on fait quand même partie des régions, enfin des départements en orange clair, ce qui signifie qu'on est à en gros une évolution du prix entre moins 0,5 et moins 2%. Donc c'est pas anodin. Maintenant, comme on le dit à chaque fois, sur les 5 dernières années, Caen c'est plus 45% de prix de moyenne. Donc quand vous prenez 45% en 5 ans et que vous perdez 2% sur un an, c'est pas catastrophique, mais on était sur un marché qui ne faisait qu'augmenter. Pendant le Covid, on voyait un peu tous les prix, tout et n'importe quoi. On avait même l'impression qu'il y a des prix qui étaient plus vraiment en phase avec la réalité. Bon bah déjà cette période-là, elle est terminée. Ça c'est ce qu'on vous a dit à la dernière conférence. Et là aujourd'hui, on peut clairement vous dire que les prix commencent vraiment à baisser. Alors après, on met des guillemets. C'est pas toutes les typologies de biens, il y a toujours des biens plus rares que d'autres, il y a toujours des zones plus cotées que d'autres, mais en moyenne, les prix ont quand même tendance à baisser. Et du coup, on a mis à jour, on l'avait aussi présenté la dernière fois, ça c'est les infos pour Caen avec les données FNAIM au 1er octobre 2023 sur une année, sur 12 mois glissants. Donc à Caen, en moyenne, le mètre carré c'est 2 989 euros. Quand on dit en moyenne, c'est-à-dire maison, appartement, tout confondu. D'accord ? En juin, quand on l'a présenté, on était à 3026. Donc vous voyez, depuis juin, sur le prix moyen, ça ne fait pas une différence énorme, ça fait 50 euros. Mais si tous les 6 mois, on perd 50 euros sur le prix moyen, ça peut quand même aller assez vite. Donc pour les maisons, on tourne à 3557, on était un peu plus de 3600. Et pour les appartements, de 1885, on était un tout petit peu plus de 2900. Donc on se rend bien compte, et vous voyez, évolution sur un an. Donc je vous disais entre 0,5 et 2. Et bien sur Caen, sur le prix moyen, on est à moins 1,6%. Et donc ça pose un problème, notamment ce qu'on disait tout à l'heure sur les primo-accédants. Ce qu'il faut qu'en général, les primo-accédants, ils sont donc en location. Et nous, actuellement, ils ne peuvent plus acheter de biens parce que les prix n'ont pas assez baissé par rapport à leur baisse de capacité d'emprunt. Si à un moment, ils avaient 250 000 euros de budget, aujourd'hui, ils en ont peut-être plus que 200 000. Leur salaire a pu augmenter, hein, parce que l'inflation, ça fait aussi quand même augmenter les salaires. Donc peut-être que leur mensualité peut légèrement augmenter. Mais en tout cas, pour la plupart, et nous, on le voit au quotidien, on le voit régulièrement, des gens qui ont fait une étude pour acheter un bien il y a 6 mois, aujourd'hui, ils n'ont plus le même budget. Et ils peuvent perdre une grande partie et du coup, ils ne peuvent plus acheter. Ce qui fait qu'ils restent dans leur location. Donc le marché de la location est lui grippé. Et on commence à voir, ça reste léger. Là, on a mis des statistiques sur 5 ans qu'on a trouvées à Caen, parce que c'est évidemment le marché qui nous intéresse, sur une moyenne de loyer au mètre carré qui est à 16 euros du mètre carré, ce qui est relativement élevé déjà, et avec une augmentation légère. Après, les loyers augmentent, on va dire, pas autant que les biens à la vente, mais ça rattrape un peu cet aspect-là. Après, c'est un peu normal parce que quelque part, tout augmente, l'inflation, les coûts des matières premières, les travaux augmentent. Donc, il y a une certaine logique aussi dans l'augmentation des loyers et évidemment l'aspect marché. Ça a précisé un petit peu en fonction du nombre de pièces, et ça c'est assez intéressant, on le dit souvent, nous, en transaction, les premiers mètres carrés sont les plus chers. Et là, c'est encore plus parlant, je trouve, sur la location, où un studio au mètre carré, à Caen, c'est 21 euros du mètre carré. Et un 6 pièces, donc un bien qui va être aux alentours de 100-120 mètres carrés, à 9 euros. Donc là, la différence est vraiment énorme, et c'est logique. Et ce qui a une conséquence, surtout à Caen, c'est que maintenant, on est en zone tendue. Ça a été fixé par l'État. Donc,
c'est une conséquence majeure. Déjà, c'est la preuve aussi que le marché est vraiment plus tendu. C'est pas juste des agents immobiliers qui disent ouais, ou la belle-sœur qui dit ouais, elle a pas trouvé de bien. C'est pas juste une rumeur, c'est vraiment le cas. Ça a une conséquence pour les investisseurs, pour les bailleurs, notamment sur les préavis, qui sont tous réduits à 1 mois, même dans le nu. Avant, c'était 3 mois pour des locations non meublées. Maintenant, c'est 1 mois pour tout le monde et pour tous les baux, pour la location longue durée. Un autre élément qui est très important pour les investisseurs, c'est l'encadrement des loyers. Donc, une petite précision dessus, ça signifie que lorsque qu'on change de locataire, avant l'encadrement des loyers, on pouvait changer le loyer et l'augmenter un petit peu comme on voulait. Maintenant, avec l'encadrement des loyers à Caen, on est obligé on ne peut plus augmenter le loyer quand on change de locataire, sauf en respectant l'indice de révision des loyers, c'est-à-dire l'augmenter à la date d'anniversaire de la signature du bail. Je simplifie un peu les choses parce que on rentre après dans quelques complexités. Mais ça, du coup, c'est important d'avoir ça en tête. Par contre, pour un bien qu'on achète, qui est libre, qui n'est pas loué, et qu'on veut mettre en location, là, la fixation du loyer reste libre. On n'a pas de plafonnement des loyers, comme on peut le voir dans d'autres communes, comme à Paris, par exemple. Donc, il y a quand même une certaine liberté. Et après, il y a des conditions pour pouvoir quand même l'augmenter, ou que je ne vais pas tout préciser, mais notamment si on fait des travaux qui sont supérieurs à 1 an de loyer. Dans ce cas-là aussi, on peut fixer librement le loyer du bien. Donc, c'est à voir, à bien réfléchir quand on achète un bien, notamment s'il est loué, parce qu'on n'aura pas forcément la liberté de l'augmenter comme on veut. Mais... Ce que ça a aussi pour compléter, ce que ça change pour nous, les agents immobiliers, c'est ce qu'on disait avec Arthur cet après-midi. Vous êtes bailleur, vous le louez vous-même, votre locataire part, un nouveau locataire arrive. Normalement, dans votre nouveau bail, vous êtes censé mettre le prix de l'ancienne location, pour bien que le locataire puisse vérifier que vous n'avez pas augmenté entre-temps, depuis qu'on est en zone tendue. Bon, ça se fait peu, et il y a très peu de bailleurs qui le feront, et le nouveau locataire, s'il ne se renseigne pas, il ne vous demandera pas combien il était loué avant. Par contre, si c'est une agence immobilière comme la nôtre, par exemple, qui s'occupe de la location, eux, ils engagent leurs responsabilités professionnelles. Donc ils seront obligés de respecter ça. Donc ça veut dire qu'en cas de changement de locataire, l'agence sera obligée de mettre l'ancien loyer et devra prouver que s'il y a une augmentation, c'est uniquement en fonction de l'indice de révision des loyers qui est plafonné à 3,5% et qui est à 1 fois par an seulement. Donc c'est censé, c'est ce qu'on disait avec Arthur, et c'est pareil pour les préavis réduits d'1 mois, tout ça c'est censé un peu flexibiliser le marché de la location parce que justement il n'y a pas assez de biens en location. Tout le monde voit les articles, il y avait des articles sur Le Monde il n'y a pas longtemps sur les étudiants qui n'arrivent pas à se loger à Caen. Bon, typiquement, on essaie de faire ça. Si les gens peuvent quitter leur logement plus facilement, si les loyers sont un petit peu encadrés, etc., on espère pouvoir offrir des logements à plus de personnes. Donc ça part d'une bonne intention quand même à la base, même si là, on vous le présente peut-être comme un frein pour les bailleurs, mais c'est aussi une réalité du marché. Voilà. On est obligé de faire ça, sinon, de toute façon, le marché sera complètement grippé, on ne pourra plus investir. Donc... De toute façon, voilà. Et puis, le décret est paru, c'est obligatoire, donc de toute façon, on n'a plus le choix. Après ce petit point sur le locatif, on vous refait un petit point sur la rénovation énergétique. Alors ça, c'est hyper barbare comme frise. On l'avait déjà présenté la dernière fois, je vais très vite dessus. Vous le savez à peu près tous, dans quelques années, enfin dès maintenant, en fonction du DPE de votre bien, vous ne pouvez plus le louer, ou en tout cas bientôt, vous ne pourrez plus le louer. Donc les dates clés, elles sont ici. En gros, depuis... alors ça, je passe. Mais du coup, c'est en relation avec ce qu'on disait avant sur le gel des loyers, parce que tout ce qu'on a dit avant sur l'indice de révision des loyers, de toute façon, pour les F et G, il n'y a pas d'augmentation du tout. Donc là, la question ne se pose pas, zone tendue, pas tendue, tout départ. Donc ça, c'était la première norme qui est apparue. La deuxième, qui était quand même assez importante, c'est que pour les DPE, ce qu'on appelle en G+, c'est-à-dire les pires G, donc plus de 450 kW, mais ça, je ne vous en parle pas, c'est pas très grave, c'est un seuil. Mais en tout cas, pour les pires G, on ne peut plus les louer depuis le 1er janvier 2023. C'est ce qui fait que ces biens-là, aujourd'hui, qui sont à vendre à des tarifs beaucoup plus attractifs, puisque de toute façon, on ne peut plus les louer sans faire de travaux. À partir du 1er avril 2023, les audits énergétiques étaient rendus obligatoires pour les biens en monopropriété sur les biens en F et G, c'est-à-dire les maisons. Et ce qui nous intéresse ici,
c'est qu'à partir du 1er janvier 2025, du coup, on ne pourra plus... Enfin, il y aura les audits énergétiques sur les DPE en E, et on ne pourra plus louer les G, donc tous les G, pas les pires G, vraiment tous les G. Et ensuite, 2028, les F, et 2034, les E. En gros, au niveau de la concentration des G+, dans le Calvados, on est entre 6 et 8%. Là-dessus, je passe. Ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est que du coup, on est à plus de 1500 biens en G+, sur le Calvados, ce qui est vraiment énorme. Vous voyez, là, on est dans les pires départements, en termes de nombre. Ce qui veut dire que le marché est aussi un petit peu grippé, peut-être à cause de ça. Parce que des biens qui sont thermiquement mauvais, ben, ça fait peur aux gens, on pourra bientôt plus les louer, il faut faire beaucoup de travaux, ça coûte cher, tout le monde a un peu peur, on ne sait pas trop. Donc ça peut aussi un peu expliquer pourquoi le marché s'est un petit peu ralenti. Et celle-là, on l'avait déjà donnée, mais la proportion de passoires thermiques, donc F et G, et bien du coup, Caen, la ville de Caen apparaît en 10e position en France. Donc 18% des biens sont F et G, et si on rajoute les E, on est à peu près à 50%. Donc il faudrait que d'ici 2034, il y ait 50% de tous les biens de Caen qui aient été rénovés aux nouvelles normes. Donc autant vous dire que c'est impossible. Et d'ailleurs, du coup, je ne sais pas si vous avez vu ce matin, mais Bruno Le Maire vient d'annoncer qu'ils allaient réviser, alors là il y a des diagnostiqueurs, donc j'espère ne pas me faire engueuler, qu'ils allaient sûrement modifier le mode de calcul des DPE, ça a déjà été fait. Mais en tout cas, ils vont modifier la façon dont les DPE vont être faits, modifier peut-être les critères pris en charge, etc. On a des diagnostiqueurs ici, donc ils pourront vous éclairer peut-être plus tard. Mais on peut penser que peut-être, vu que ce planning quand même est dur à tenir, bah on peut aussi peut-être modifier un peu les critères pour peut-être assouplir un peu, ou alors modifier le timing. Mais en tout cas, dans 10 ans, c'est impossible que 50% des biens de la ville de Caen soient rénovés. Enfin, c'est notre avis, mais... Ouais. Bah alors, le timing devrait être respecté, hein. A priori ça ne devrait pas changer, mais il y a toujours des rumeurs tous les jours, comme quoi ça, sur les délais, enfin il y aura sûrement, c'est fortement probable qu'il y ait un changement quand même. Et il y aura aussi sûrement des dérogations. Donc si votre bien est en copropriété, mais que votre DPE est mauvais parce que la copropriété ne fait pas certains travaux, l'isolation de la toiture, des choses comme ça, potentiellement ça pourrait vous donner une dérogation. Si vous soumettez les travaux au vote et que les copropriétaires refusent, bah, du coup vous n'avez pas pu faire les travaux, mais ce n'est pas de votre faute. Donc potentiellement on pourrait déroger à la règle. Ou si le bâtiment est classé, et qu'on ne peut pas faire certains types de travaux parce que le bâtiment est classé. Donc voilà, on prend des pincettes parce que tout est encore un peu en cours, on ne sait pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que Caen est quand même fortement concerné, donc on ne peut pas taire le phénomène. En termes de rénovation énergétique, quand vous avez un bien, donc typiquement une maison, voici à peu près la répartition des déperditions. Une maison qui serait pas très bien isolée. Ok, typiquement un pavillon des années 70, comme je viens d'acheter avec ma conjointe. En gros, voilà à peu près les pourcentages de déperdition. Donc, si jamais on vous dit « Ah, je viens de changer mes fenêtres, je suis trop content, ça m'a coûté que 15 000 €, je vais avoir une maison de ouf », autant vous dire que c'est pas forcément un bon choix, puisque les fenêtres, en moyenne, on va être entre 10 à 15% de déperdition. Donc si vos murs sont excellents, si vos combles sont isolés, si votre plancher est isolé et que vous faites vos fenêtres, pas de souci. Mais si tout est vraiment en très mauvais état et que vous faites votre fenêtre, bah autant vous dire que vous n'allez pas, en termes d'investissement et de gains énergétiques, ça ne va pas être optimal. Donc c'est intéressant de connaître un peu ces ratios-là parce qu'en fait, on se rend compte que la plus grosse déperdition, elle est par la toiture. Sûrement en partie parce que j'imagine aussi l'air chaud a tendance à monter. Donc, ça peut être peut-être intéressant d'isoler ses combles dans un premier temps. C'est là que le rapport coût d'investissement gain énergétique va être le plus intéressant. Une fois que vous aurez fait ça, peut-être qu'isoler vos murs, ça va être plus intéressant que d'isoler votre plancher bas, parce que c'est là que vous avez le plus de déperdition. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et quand vous faites un audit énergétique, c'est des choses qu'on nous explique très bien. Quand vous achetez une passoire énergétique, un petit peu tout le monde ne sait pas forcément comment s'y prendre. Honnêtement, on va vous donner notre avis, c'est un peu subjectif, mais en même temps, on ne se mouille pas trop sur comment bien procéder. Donc, typiquement, vous achetez une passoire énergétique, un pavillon des années 70, avec un DPE en E ou F. On part vraiment sur un cas d'école. La première chose qu'on va vous conseiller, c'est de faire un audit. Alors, un audit thermique. Alors, on n'a pas cité par un bureau d'études, c'est juste qu'il y a une petite nuance. Pour les biens qui sont en F ou G aujourd'hui, on doit faire un audit réglementaire.
cet audit réglementaire, c'est une sorte de DPE plus poussé. Mais si vous voulez pouvoir bénéficier des subventions, France Rénov, MaPrimeRénov, etc., c'est pas cet audit-là qu'on vous demande, c'est un autre type d'audit qui est fait par potentiellement d'autres personnes et potentiellement des bureaux d'études. C'est pour ça que là, on l'a précisé. Donc, ayez bien à l'esprit que c'est deux choses différentes. Alors nous, on a vu des audits réglementaires, c'est un peu délicat, mais on a vu des tarifs allant de, allez, on va dire 500 à 800, à peu près. Un audit thermique comme ça, c'est plutôt 1500, pour vous donner un petit ordre d'idée. L'audit thermique, il te sert à quoi? Il fait un bilan complet et détaillé de la performance énergétique, donc ça, on pourrait dire que c'est un peu comme le DPE. Bon, c'est un petit peu plus poussé. Il vous propose 3 scénarios de travaux adaptés à vos besoins. Donc souvent, il y a un petit scénario de travaux, un scénario intermédiaire et un très gros scénario de travaux. Il estime le coût des travaux comme le DPE, mais encore une fois, c'est peut-être un petit peu plus poussé. Et puis, il y a le calcul du retour sur investissement de vos travaux. En gros, un rapport, moi j'en ai fait un pour ma maison, c'était 40 pages, 30 pages. C'est quand même assez costaud. Et il pousse assez loin. Une fois que vous avez fait ça, vous savez exactement, justement, là où ça pêche dans votre maison. Donc ça trouve, on va vous dire, vos fenêtres, ok, elles sont pas terribles, mais ce qui est vraiment problématique, c'est vos combles, ou c'est votre plancher, ou c'est vos murs. Donc on va vraiment vous orienter. Et à partir de là, ce que vous pouvez faire, c'est vous rapprocher de l'espace santé avec France Rénov. France Rénov, c'est en gros MaPrimeRénov. Ok, c'est des guichets. Il y en a un juste à côté, au Rive de l'Orne. Et donc, c'est vraiment votre premier interlocuteur parce que c'est là-bas qu'on va donc, vous demander le résultat de l'audit. Et à partir de ça, on va commencer à vous renseigner sur les démarches à faire. Donc, on va vous dire, de toute façon, on va commencer à vous renseigner sur les subventions. On va vous proposer l'AMO, c'est l'assistance éventuellement à maîtrise d'ouvrage. Donc, par exemple, ça peut être Solia, Caen, qui vous accompagne pour vous aider à trouver des devis, etc. On va vous donner un annuaire des professionnels qui sont RGE, parce que pour bénéficier des subventions, il faut faire des travaux avec des professionnels qui sont certifiés garants de l'environnement. Et puis ensuite, une fois que vous les avez lus, ils vont vous dire, ok, donc vous, il faudrait que vous fassiez ça, 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 ça. Et donc, ça va être à vous d'aller éventuellement démarcher des entreprises pour obtenir des devis. Attention, ces devis, il ne faudra pas les signer avant de les présenter justement au guichet France Rénov. Donc, vous reviendrez voir France Rénov, présenter les devis, et ceux qui vous diront, ok, le devis, il est bon, nous, on le prend en charge, et on le prend en charge à hauteur de temps. Et à partir de là, vous pouvez le signer et valider avec l'entreprise pour qu'elle intervienne pour faire les travaux. Une fois que les travaux sont faits, vous envoyez la preuve, la facture à France Rénov, et c'est là qu'ils débloquent, du coup, les subventions. Alors, c'est plafonné, ça dépend de vos revenus, à N-1, c'est hyper compliqué, c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple d'aller directement à France Rénov. Ils vous expliqueront tout. Et ils connaissent d'ailleurs, ils connaissent aussi les bureaux d'études du coin, ils connaissent tous les artisans, etc. Donc, vraiment, on vous conseille de faire ça. Et ça évite aussi de se faire arnaquer par des artisans RGE qui nous ont démarché en direct. Et puis, en fait, on a signé le devis, mais on n'avait pas fait valider par France Rénov, etc. Et aussi, une petite précision, même avant d'avoir fait l'audit, il peut y avoir aussi un financement de l'audit par MaPrimeRénov, parce que ça a un certain coût, ce que disait Paul tout à l'heure. Même avant ça, vous pouvez aller voir France Rénov pour qu'ils financent. Je crois que c'est là. Enfin, après, ça dépend de vos revenus, donc on ne peut pas dire comme ça combien ils peuvent financer, mais ça peut être intéressant de les voir avant. Pour environ 500 €. Donc sur les 1500, vous gagnez 500 €. Donc c'est vrai que c'est valable. Effectivement, vous pouvez aller les voir avant de voir le bureau d'études parce qu'ils vont vous conseiller aussi des bureaux d'études, par exemple. Donc en tout cas, c'est vraiment un bon interlocuteur et c'est plus simple que d'aller en ligne parce que leur site est très 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 mal fait. Le site MaPrimeRénov, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais il est un peu catastrophique. Et le dernier conseil, en tout cas la dernière étape, mais ça, ils vous l'expliqueront évidemment, mais ça, il faut vraiment bien l'avoir à l'esprit quand on fait une rénovation énergétique, c'est qu'il y a un ordre en fait. Si vous achetez un bien qui est une vraie passoire et que vous vous dites « Ah, je vais me faire un kiff, je vais mettre un poêle à bois », c'est super, mais si votre bien il n'est pas isolé et s'il n'est pas ventilé, en fait, votre investissement, il ne va pas être bon parce que le poêle, il ne va pas fonctionner au meilleur de sa capacité. Et donc, en fait, vous allez... ça va vous coûter de l'argent et ce ne sera pas rentabilisé en termes de gains énergétiques. Donc, en gros, il y a 3 phases très simples. On commence toujours par l'isolation du bien, donc la coquille. Donc, on va regarder, ça peut être isolation par l'intérieur, par l'extérieur, etc. Avec, éventuellement, on va traiter les ponts thermiques, mais ça, c'est encore plus poussé, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, on va regarder la ventilation, parce que si vous isolez très 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 bien votre maison,
mais que l'air ne circule jamais, du coup l'air il va pas être sain. Donc déjà, c'est pas bon pour la santé. Et puis c'est pareil au niveau de votre mode de chauffage, il va pas fonctionner de la bonne façon parce qu'il y en a certains qui récupèrent des calories, etc., etc. Et ensuite, seulement, on va s'attaquer au mode de chauffage. Donc par exemple, typiquement, c'est un exemple qu'on voit souvent, mettre une pompe à chaleur si votre maison elle n'est pas isolée, ça n'a aucun intérêt. Parce que du coup, la pompe à chaleur, elle a un fonctionnement optimal à partir d'un certain taux d'isolation. C'est ce qu'on appelle l'UBAT, c'est à peu près aux alentours de 0,6. Et donc si vous n'isolez pas votre maison, votre pompe à chaleur elle va être en sur-régime, donc déjà elle va beaucoup consommer, ce qui n'est pas le but parce que c'est de l'électrique. Et en plus, ce que vous allez chauffer, vous allez le perdre quasiment automatiquement. Donc ça n'a pas d'intérêt non plus. Donc là, voilà, on n'est pas, encore une fois, et on le dit à chaque fois, on n'est pas maître d'œuvre, on n'est pas des techniciens. Mais voilà, ça c'est des conseils qu'on a eus par des bureaux d'études, par des professionnels, par des diagnostiqueurs, par des entreprises avec qui on travaille, par des thermiciens. Donc ayez bien ça à l'esprit aussi parce qu'il y a des occasions sur les passoires énergétiques, elles sont moins chères, mais si vous en achetez une, ça vous oblige à faire certaines démarches et surtout dans un certain ordre pour être sûr d'avoir les subventions, etc. Donc ça c'est très important de ce point de vue-là. Donc on va essayer de proposer quelques idées quand même pour être un peu plus concret, parce que parfois c'est en plus c'est un peu rébarbatif les éléments sur la rénovation énergétique. Et nous on essaye, on est aussi investisseurs, de toujours mélanger un petit peu l'immobilier et l'entrepreneuriat. Tout en se disant que l'immobilier c'est aussi une solution, c'est de l'habitat et on ne veut pas non plus être des marchands de sommeil ou faire les choses d'une manière mauvaise pour la société. Donc le premier exemple est peut-être le plus simple, enfin le plus abordable on va dire. Pour nous c'est la colocation. On a remis ce petit exemple de maisons des années 70 dans lesquelles Paul et moi vivons d'ailleurs. Pas ensemble, ouais. Bientôt. On aime bien ces maisons-là. Et il y en a pas mal, par exemple, autour de la fac, ici à Caen. Et ça nous semble aussi intéressant, un projet, par exemple, où on transformerait une maison comme ça, et il y en a déjà, en colocation. Donc, on pourrait à la fois bénéficier des aides pour la rénover, faire une rénovation énergétique, et la diviser en plusieurs chambres. J'ai vu, il y a quelques investisseurs aussi qui ont fait des projets similaires ici, où à la fois, on peut du coup loger plus d'étudiants à Caen. On fait des créations d'habitation, des créations de studios ou de chambres dedans. Donc on a un impact social qui est fort finalement, parce que souvent c'est des biens où parfois il y a une personne seule qui vivait dedans avant. Et là, on pourrait faire vivre plus 4, 5 étudiants parfois dans ces maisons. En plus, ça peut être des projets hyper cool, sans peut-être aller jusqu'au co-living, mais déjà on a une maison, il y a un terrain, donc parfois les étudiants des étudiants ou jeunes actifs, qui peuvent avoir un potager dans le terrain, profiter un peu plus. C'est quand même autre chose que d'avoir une chambre étudiante au Crous. Ça peut être aussi largement plus sympa pour eux. Et avec un salon commun, voire un petit espace de coworking qui peut être fait dedans. Ça peut être vraiment un projet sympa pour nous qui est, et on le redit à la fois socialement et écologiquement, hyper intéressant. Et en termes de rentabilité, les colocations, ça se fait de plus en plus à Caen, il y a de plus en plus de sociétés qui se lancent et c'est des plutôt bonnes rentabilités parce que le prix d'une chambre, c'est pas le prix d'un studio, mais parfois ça s'en rapproche. Et pour le coup, dans une maison, vu que vous avez plusieurs chambres, potentiellement, ça veut dire que vous pouvez aussi mutualiser certains coûts et donc avoir une rentabilité qui est meilleure. Donc effectivement, là, ça répond à 3 enjeux. Donc nous, on pense que c'est une solution assez concrètement, et on en voit, efficace. nous à Caen, c'est 500 € la chambre, souvent autour de la fac. Quand on a quelque chose de rénové, de sympa, et c'est loué, il y a du monde, et des étudiants aussi qui apprécient la location, si elle est bien faite, si c'est récent, si c'est tout compris, je m'entends, 500 €, c'est Internet, quasiment tout, voire même les legs, ça peut être inclus sous certaines conditions, mais on peut avoir un logement de qualité finalement, mais qui soit presque plus confortable qu'un studio où on est tout seul des 15 mètres carrés. D'autres idées un peu plus abouties ou qui réclament un peu plus d'investissement, c'est rénover un bien qui n'était pas à usage d'habitation et le transformer en bien à usage d'habitation. Typiquement une grange, on peut imaginer d'autres biens.
Parfois, il y en a qui réaménagent des caves ou des choses, ou des garages, par exemple, qu'ils transforment. C'est aussi intéressant. Sur la grange, en général, évidemment, c'est pas en ville, hein, c'est rarement pour les étudiants. Néanmoins, ça fait quand même un bien qui n'est pas utilisé à la base, où il n'y a personne qui y habite. Et en même temps, le marché de la location aussi en campagne ou entre deux villes, il peut être très fort. Parce qu'il il peut être finalement assez tendu, parce qu'il y a très peu d'offres de locatifs. On voit par exemple comme celui-là, hein, on en profite un peu puisque celui-là on l'a en vente aussi. On en a plusieurs. Et au final, les investisseurs qui rachètent ces granges les rénovent en général en maison, il y a souvent un petit bout de terrain aussi, arrivent à faire des rentas assez fortes parce qu'il y a beaucoup de demandes de personnes, de couples, de jeunes actifs ou même parfois de familles qui cherchent des locations en campagne et qui ont du mal à trouver. Parfois, c'est même le maire du village qui va aller voir parce qu'il y a ses administrés qui cherchent un bien à louer et qui ne trouvent pas. Et parfois, ces investisseurs du coup, sont contactés par les mairies. Finalement, on achète une grange vide, on l'aménage et après même, on peut la revendre et faire une plus-value qui soit assez forte. Donc nous, c'est des projets qui nous semblent aussi très intéressants, tout en respectant. Après, il y a d'autres questions, parce qu'il y a la question du bâti dans ce cas-là, typiquement sur une maison en pierre ou une grange en pierre. C'est une rénovation qui va être différente d'une rénovation des années 70. On a moins de liberté sur le bâti. Peut-être qu'on ne pourra pas atteindre un DPE de A ou B, mais en général, déjà, si on atteint un DPE de D sur des biens comme ça, c'est intéressant parce que c'est un peu dommage quand même de proposer une isolation par l'extérieur, par exemple, sur une maison en pierre. Et les dernières idées un peu plus loin, dans le côté entrepreneur, il y a des choses qui peuvent être super cool. Ça, c'est un domaine qui est en Normandie, ici, la lodge, qu'on voit. On appelle ça une A-frame lodge. C'est un château qui a été rénové. Et finalement, dans le domaine, ils ont mis des lodges. Donc là, évidemment, c'est beaucoup plus loin. C'est pas juste un investissement comme ça à côté. Hein. C'est le métier des gens qui font ça. Mais ils ont plusieurs projets de ce côté-là. C'est dans la nature, c'est respectueux de l'environnement aussi. Et nous, ça nous semble aussi intéressant, ces projets un peu plus loin, avec des rentabilités qui peuvent être très très fortes, parce qu'on s'attaque aussi évidemment à un tourisme de luxe et aussi au tourisme d'affaires, plutôt aux conférences, aux séminaires qu'on peut voir dans ce type de lieu, au mariage. Et là, les rentabilités sont très 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 fortes. Des autres idées un peu plus originales, les locations à thème. Donc là, on a repris le kite parce que nous, ça nous semble aussi assez intéressant dessus. On voit aussi le cas des surf house. Il y en a une qui s'est montée dernièrement, un projet en Bretagne qui fonctionne hyper bien, de reprendre une maison et de lui donner une vraie identité différente. Et ça provoque aussi derrière, évidemment, des rentabilités beaucoup plus fortes qu'une maison classique qui serait louée d'une manière classique. Et dernier exemple, l'éco-living. Donc là, c'est une colocation plus. Luc qui est ici, qui connaît bien ce sujet. Et c'est aussi une belle manière de faire vivre des personnes ensemble. Un peu ce que je disais tout à l'heure sur la colocation, mais avec des services beaucoup plus aboutis. Et parfois aussi, on en voit avec des chambres qui peuvent être louées en courte ou moyenne durée. Avec des rentabilités, des rénovations hyper intéressantes. On espère que ça vous a donné quelques idées, que vous allez retenir 3 choses pour nous qui nous semblent importantes. Que le marché, la réglementation, vous le savez, ça change tout le temps, c'est normal. Néanmoins, il y a toujours des opportunités pour un investisseur ou même pour votre résidence principale. Et qu'il est possible aussi de faire les choses de manière responsable et d'allier la rentabilité et la responsabilité qu'on a. Pour nous, ça nous semble largement possible en étant un peu créatif, peut-être en s'investissant parfois un petit peu plus dans un projet immobilier. Finalement, on peut aussi améliorer l'habitat globalement. Et typiquement, en termes d'exemple, vous voyez, les règles évoluent sur les DPE. Donc on a des biens qui se retrouvent passoires. C'est une opportunité parce que ces biens, ils vont être moins chers, potentiellement, ou en tout cas, vous allez pouvoir plus les négocier.
Et puis derrière, en la rénovant, alors si vous allez vraiment au bout du projet, vous pouvez la rénover avec des matériaux biosourcés par exemple. Donc vous pouvez aller encore plus loin dans l'usage des matériaux que vous utilisez. Mais en tout cas, vous allez quand même la rénover. Vous allez avoir une maison qui est moins déperditive, qui va entre guillemets produire moins de pollution aussi. Et puis ça évite de construire du neuf, d'imperméabiliser les sols, de faire des maisons à 30 minutes du centre-ville, alors qu'au final, on prend sa voiture tous les jours. Donc nous, on pense vraiment que dans la rénovation, il y a une opportunité et que ça permet de se conformer aux règles et d'être responsable. C'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, on pense qu'il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là et que ça reste peut-être un peu plus raisonné que certains autres types d'investissements. Nous, on relance un petit peu notre page Instagram, là, avec plein de posts de Jennifer, magnifique. Et on est assez présent sur LinkedIn, on essaie de poster régulièrement. Et puis, n'hésitez pas à consulter notre site, on a eu plein de nouveaux biens dernièrement, des granges, des petits studios, des appartements plutôt faits pour de la colocation, et des biens aussi déjà performants. Parce qu'on aime bien promouvoir aussi ceux qui sont déjà rénovés ou plus récents. Et un outil sur le site qui peut être intéressant pour vous aussi, c'est un outil de simulation qui est plutôt bien poussé et sur lequel on peut avoir la main, donc que vous pouvez rendre assez flexible aussi. Donc il ne faut pas hésiter. Ouais. Ouais. Normalement, c'est pour ça qu'ils disent monopropriété d'ailleurs. Ouais. Oui, j'ai dit monopropriété, maison, mais parce que c'est plus rare d'avoir des personnes qui vendent des immeubles. Mais effectivement, pour moi, un immeuble qui serait F ou G, il serait soumis à cette même... Mais il y a aussi un ensemble de réglementations qui changent pour les immeubles en fonction de la taille de l'immeuble avec des DPE obligatoires et des plans pluriannuels de travaux. Déjà, rien que le mot plan pluriannuel de travaux est dur à dire. Et ce qui fait que ça va aussi largement changer pour les copropriétés. Donc si vous avez un bien aussi qui est un appartement qui est dans une copro, parfois nous on ne dit pas de ne pas faire les travaux, mais peut-être patienter juste un petit peu à la prochaine AG, normalement essayer d'en discuter avec le syndic, s'il est assez solide, il va en parler. Et il y aura normalement un DPE copro qui va être intéressant avec un audit. Et l'audit va provoquer un plan pluriannuel de travaux. Donc si finalement il va y avoir une isolation par l'extérieur de l'appartement dans lequel vous pensiez faire une isolation par l'intérieur, donc finalement faites une petite pause et dites-vous ok, dans 2-3 ans je vais devoir payer une isolation par l'extérieur, donc je fais une petite pause. Donc et par ailleurs ces documents ils vont être hyper intéressants pour s'appuyer dessus nous aussi en transaction et en location, et parce que c'est toujours pour le cas des copros, c'est quand même plus intéressant de faire des travaux globaux dedans et pas juste des petites isolations par-ci par-là ou des petits changements de mode de chauffage, mais de se dire qu'on fait les choses globalement, c'est plus intelligent. Et puis voilà, vous mutualisez des coûts. Et puis c'est vrai que souvent, c'est tout bête, mais il y a toujours une grosse question sur l'isolation, c'est ce qu'on appelle les ponts thermiques. Donc quand vous faites une isolation par l'extérieur, c'est plus facile de couper les ponts thermiques que quand vous le faites par l'intérieur. Donc effectivement, pour les copropriétaires, c'est une situation qui est pas forcément très appréciable en ce moment, parce qu'il y a plein de textes qui sont en train de passer, qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais effectivement, guettez et soyez demandeurs, parce que vous dire j'en parle pas à la prochaine AG, avec un peu de bol, j'aurai pas de travaux l'année prochaine, ça va pas jouer en votre sens. Parce qu'un bien qui va rester une passoire thermique, il aura perdu beaucoup de valeur. Donc je pense qu'il faut plutôt être moteur là-dessus et puis essayer de mutualiser les frais avec tous les copropriétaires et au final avoir un bien qui est thermiquement hyper performant. Ça se trouve, vous allez vouloir le garder. Bon, vous allez peut-être vouloir le garder ou alors le revendre, mais vous pourrez le vendre à un prix qui sera bien meilleur et continuer à le louer aussi pendant beaucoup plus longtemps. Donc ça peut, à mon avis, ça peut être intéressant. Et un petit peu aussi sur du coup l'audit réglementaire, il est beaucoup moins complet qu'un audit dont on parlait. Enfin, c'est vraiment, ça n'a rien à voir, hein. C'est le jour et la nuit entre les deux. Donc c'est vrai que si tu as se reposer après sur l'audit réglementaire pour faire des travaux, en fait, c'est quasiment impossible. C'est vraiment un DPE plus. Enfin, nous, ce qu'on a vu, quand on l'a vu, on était un petit peu déçus, quoi. On s'est dit, ah ouais, ok, bon, en fait, c'est bien plus cher et pourtant, c'est bien plus cher qu'un DPE classique. Pourtant, les conseils que ça donne, ça revient un peu au même. C'est parfois juste mettre une pompe à chaleur, enfin, vous voyez des choses qui nous surprenaient un peu dans les audits réglementaires qu'on a vus pour l'instant.
En tout cas, sur le fait d'être moteur, c'est hyper important pour nous. Là, tu l'as mentionné tout à l'heure, aux AG, peut-être s'impliquer un peu plus, être impliqué ou responsable, c'est aussi s'impliquer plus dans ce type de structure. Finalement, où c'est démocratique, il y a un vote, etc. Prendre la parole et dire, bah ouais, peut-être qu'on peut pousser un peu plus une réno. C'est comme ça qu'on améliorera aussi l'habitat. Ça, c'est sûr et certain. Savoir les subventions qu'il y aura dans 10 ans, finalement, et ça se trouve, elles seront plus fortes, ça se trouve, elles seront moins élevées, c'est trop difficile. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a aujourd'hui qui sont intéressantes. Et si on pousse le syndic pour qu'il aille se renseigner, normalement il sait le faire, et il y a des syndics qui sont super bons à Caen, qui vont le faire, s'appuyer peut-être sur le plan pluriannuel de travaux, pour aussi qu'il y ait des subventions intéressantes pour la copro. Et puis le bailleur, s'il y a des gens qui sont bailleurs ici, vous avez un statut qui est plutôt bien vu vis-à-vis des subventions. Donc par exemple, si vous êtes propriétaire de votre bien et que vous voulez rénover, vous avez des subventions. Si vous êtes bailleur, donc si vous louez votre bien, vous avez des subventions. Par contre, je donne un exemple, si vous êtes une société qui réhabilite des biens pour les mettre en vente, type un marchand de biens, etc., là vous n'avez aucune subvention. Alors que potentiellement, vous rénovez beaucoup plus de biens qu'un propriétaire classique. Donc être bailleur, ça ouvre pas mal de droits, et la copro a effectivement des aides aussi propres à son statut. Par exemple, pour les DPE, de copropriété, etc., vous avez des aides. Donc effectivement, peut-être que dans 5 ans, il y en aura plus. Là, on nous annonce tout le temps des plafonds d'aide qui augmentent, mais c'est souvent quand même un peu des effets aussi de com. Parfois, c'est conditionné, etc. Donc là, il y a des aides en ce moment. Donc voilà, faut pas, je pense qu'il... Enfin, moi, à mon avis, il faut y aller, quoi. Faut pas trop tarder. Il y a plusieurs moyens d'augmenter le loyer, quelque part. Je m'en souviens un peu tout à l'heure. En fait, ça dépend de la date des travaux, de la date de signature. Je ne vais pas être trop long dessus. C'est assez complet sur les sites de l'État. Mais en gros, la règle, c'est que si tu fais... c'est plutôt sur la valeur des travaux plus que sur les photos. Pour pouvoir récupérer ta liberté, pour augmenter les loyers entre deux locataires. Si tu fais des travaux équivalents à plus d'1 an de loyer, donc finalement, on y est vite, à 1 an de loyer. Ça va assez vite, c'est possible largement sur une rénovation énergétique, largement, et même parfois sur les travaux d'embellissement. On y arrive assez vite. Sur un studio, par exemple, ça se fait bien si on le rénove totalement. Et là, on peut fixer, après les travaux, le loyer librement. Si ça équivaut à moins de 50% du loyer annuel, dans ce cas-là, on peut augmenter de 15% du loyer annuel. Je vais vous perdre un petit peu là-dessus. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure sur... si tu vas sur les sites de l'État, en tapant zone tendue, encadrement des loyers, il y aura tout. En fait, il y a vraiment plein de conditions, donc on ne peut pas tous citer ici, mais en fonction de ta situation, tu vas pouvoir augmenter le loyer. Et ce n'est pas juste de l'embellissement, photo avant-après, mais plutôt valeur des travaux qui va être retenu pour pouvoir l'augmenter. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est que s'il n'y a pas de modification, tu ne peux pas augmenter. Ouais. Voilà, ça, c'est clair et net et c'est obligatoire. Donc, ça peut être augmenté aussi si tu prouves que le loyer était en dessous du marché. Et tu vois, c'est un peu flou, moi je trouve cette notion. Ouais, il y a pas mal de conditions. Il y a pas mal de tips, ouais, effectivement. Ouais. On a regardé tout à l'heure. S'il est vide pendant plus de 18 mois, aussi, pareil, mais après 18 mois, c'est dommage de laisser un appartement libre pendant 18 mois. Mais ouais, il y a différents moyens quand même. On se posait la question si tu le mets en location courte durée, et en fait, on n'a pas trop la réponse. Ou si tu le reprends en résidence principale 18 mois, et puis tu le remets en loc, par exemple, est-ce qu'on part du principe que... Enfin, tu vois, il y a plein de tips comme ça. Après, celui qui veut, il trouverait. Hein. Si tu l'achètes loué, t'es un peu plus bloqué. Ouais, effectivement. En fait, maintenant, c'est moins rentable de te dire je l'achète loué pas cher. Sauf s'il est loué très cher. Je l'achète pas cher, mais moi, je vais changer le locataire après.
Le jour où enfin, pour un studio, par exemple, où il y a un étudiant, tu te dis, bon, il va rester 1 ou 2 ans max, c'est pas, j'aurai une faible renta pendant quelques temps et c'est pas très grave. Bah, là, du coup, ça te bloque un peu. Parce qu'il faudra que tu trouves une solution, on va dire, pour gagner en renta par la suite, quoi. C'est clair. Et donc, en faisant des travaux de réno, ça peut le faire. Ça peut être intéressant. Alors, c'est pas nous qui avons fait la loi, hein, mais... Là, je t'avais dit de changer ce truc. Non, mais en fait, Airbnb, justement, on s'est renseigné, mais on a commencé à y penser. On n'a pas la réponse officielle. Est-ce que passer 18 mois Airbnb, en gros, ça réinitialise, tu vois, la mise en location? Ça, on ne sait pas. La loi est dit libre. Donc, est-ce que Airbnb, c'est libre? Ça, c'est... C'est ça. Donc ça, on ne sait pas. Ouais. Non, mais parce que du coup, si c'est pas ça, ça t'oblige à arrêter la location de 18 mois. Et là, pour le coup, pour rentabiliser ton gain derrière, ça va être compliqué. Alors, les impacts et les effets pervers de la loi, en effet, on le voit bien et on le voit notamment sur la partie DPE et règlement qu'on a indiqué avec la frise tout à l'heure. Il y a des effets pervers et aussi le marché, on n'en a pas parlé là, mais parce qu'on a surtout parlé des primo-accédants qui n'arrivent pas à acheter, du coup ça grippe le marché. Mais il y a aussi un effet interdiction des passoires thermiques à la location où finalement on a des propriétaires qui disent bon je vais faire du Airbnb parce que pour l'instant je ne suis pas encadré par ces lois-là. Il y a des personnes qui vont dire je ne sais pas trop quoi faire, ils sont un peu entre-temps, ils le rénovent du coup, ou ça prend un petit peu de temps pour le remettre en location, du coup ils sortent du marché. Donc il y a plusieurs facteurs en effet qui font que le marché de la location se grippe et ça a des conséquences réelles. Hein. Enfin, moi je vois, on est aussi formateur et on a des étudiants qui nous disent ouais on a des copains et ils n'arrivent pas à se loger. Ils sont à la limite d'arrêter leurs études. Enfin c'est quand même horrible de se dire qu'il y a quand même des étudiants qui n'arrivent pas à trouver un loyer, un logement décent pour pouvoir continuer leurs études. Et les effets pervers, oui, il y en aura probablement sur cette loi. Mais nous, ce qu'on pense plutôt, c'est quelqu'un qui ne veut pas respecter cette loi. Après, si on va plus loin aussi, si Airbnb est un peu plus taxé ou un peu plus limité, ce qui va être le cas à terme, c'est déjà le cas dans certaines villes, à Bayeux, à Saint-Malo, etc. Et que du coup, ça devient un peu moins intéressant, peut-être que les gens partiront moins d'allocations longue durée pour se nicher dans du Airbnb. Là, la différence peut être tellement énorme en termes de rentabilité et de normes, puisque pour le moment, Airbnb n'est pas trop visé par tout ça. Effectivement, ça peut être tentant de partir sur Airbnb et donc de réduire encore plus le marché de la location. Donc effectivement, après, il y a plein de critères qui rentrent en jeu, mais ouais, on verra dans quelques temps ce que ça aura donné, quoi. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul. C'est tout nouveau, hein. C'était au mois d'août, je crois, le décret. Ouais, ou septembre, donc tu vois, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul. À Caen, du moins, parce que oui, c'est dans d'autres, ouais, bien sûr. C'était le cas. Et après, sur Airbnb, on voit qu'ils attendent un peu Enfin, on a l'impression, et c'est ce qui se dit, qu'ils attendent un peu les JO aussi pour réglementer, parce qu'ils ont besoin quand même de logements sur Airbnb pour l'été prochain. Et qu'ils attendent... Parce que là, il y a un petit changement qui a eu lieu qui n'a aucun effet fiscalement. Ça ne bouge pas beaucoup, on a l'impression, de ce côté-là, du côté réglementaire. Si, alors j'ai un doute à vérifier. Ouais, pour moi, SCI, c'est bon. Mais quand je dis société, c'est par exemple société de marchand de biens à type commercial. SCI, on est sur du patrimonial. Et donc souvent, une SCI elle peut être considérée comme un bailleur. Donc effectivement, en fonction du montage de la SCI, peut-être qu'on n'y a pas droit. Ouais. Alors, il peut y avoir aussi des changements réglementaires sur ce côté-là, le côté obtention des aides pour les sociétés, parce que c'est aussi un peu dommage, finalement, si on achète en société, de ne pas pouvoir bénéficier des aides.